forte dans le pays. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre propos liminaire. J'ai peut-être d'abord un exposé, moi également liminaire à faire, et ensuite quelques questions. D'abord, sur l'exposé liminaire, ce qui est intéressant, c'est que votre document est publié quasiment en même temps que la mission sur la transparence des finances publiques des 4 économistes. Et que dit cette mission? Elle nous met en garde sur une situation extrêmement dégradée, en expliquant, et je les lis, que en l'absence de mesures résolues de redressement, le risque de crise financière et d'ajustement brutal et désordonné, au détriment des plus vulnérables, s'accroît. Ce rapport parle d'une préoccupation croissante des créanciers de la France, sur le fait que, heureusement, nous pouvons compter sur la protection qu'apporte l'appartenance à la zone euro et à la garantie implicite des autres pays de la zone euro, mais ajoute que cette bonne fortune, c'est ainsi qu'ils le disent, est une assurance qui n'est pas sans limite et que la rupture de confiance survient souvent lorsqu'on ne s'y attend pas ou plus. Et donc, le consensus des 4 économistes nous met en garde. Nous met en garde parce que nous allons potentiellement, en l'absence de mesures, vers une réelle catastrophe. Et il nous appelle à prendre des mesures. Il nous appelle à prendre des mesures parce qu'aujourd'hui, la crédibilité et la parole de la France dans l'Europe et dans le monde sont altérées par notre situation. Notre capacité à réagir aux chocs économiques, climatiques, géostratégiques, on l'a vu avec la guerre, est évidemment entravée pour préparer l'avenir et à financer évidemment les services publics. Donc il y a une très grande inquiétude. Et si nous ne prenons pas les mesures ad hoc, eh bien, la mission dit que le déficit va atteindre plus de 7%. Enfin, tout cela, vous l'avez dit, ainsi que le président Coquerel. Très grande préoccupation parce que moi, je pense que si nous ne prenons pas ces mesures, en fait, d'autres les prendront pour nous et les décideront pour nous. Et ça sera brutal et ça sera douloureux. L'Espagne l'a connu, le Portugal l'a connu, d'autres pays l'ont connu, et moi je ne souhaite pas ça pour mon pays. Je pense que nous devons rester maîtres de notre destin et donc prendre les mesures. Et donc j'en viens au document que vous nous avez apporté et dont je vous remercie. D'abord, je note qu'il est quand même moins détaillé que le document de l'année dernière. Je pense en particulier sur les tableaux d'emploi. On n'entre pas dans un détail précis. Parfois, je me demande s'il s'agit de prévision ou de tendanciel. J'ai une interrogation sur ces points-là, en particulier sur les 17 milliards sociales, qui est une dépense que vous affichez, plus 17 milliards par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est du tendanciel ou est-ce que c'est un objectif? Et vous nous direz, je crois cela. Mais ma première interrogation, qui est la plus en phase avec la discussion des 4 économistes, c'est au fond quelle est la réalité de l'effort budgétaire, puisque les économistes disent qu'il faut faire des efforts budgétaires. Et les économistes disent d'ailleurs la chose suivante, ils disent qu'il y a 3 manières de faire des efforts. Soit on augmente les impôts, mais ils disent bien que nos marges sont très réduites, à moins de vouloir taper encore un peu plus le pouvoir d'achat des Français ou la compétitivité des entreprises. Deuxièmement, de baisser la dépense. Donc la question, où la baisse-t-on? Et j'ai bien compris qu'il y avait des dépenses très contraintes. Et puis, ils disent, il y a un troisième point, c'est évidemment favoriser la compétitivité du pays. Et ça appelle des réformes structurelles qui ne sont pas dans le budget, mais qu'il faudra bien faire. Première interrogation, donc, quelle est la réalité de l'effort budgétaire, où se situent en fait les économies pilotables? Deuxièmement, les 17 milliards. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est de l'évolution spontanée? Est-ce que vous envisagez une année blanche sur ce sujet? Sur des programmes 196 et 387 qui ont été cités, j'aimerais savoir ce que vous entendez par ce programme 196. Est-ce que c'est de la transparence sur la question des retraites? Et puis, il y a le soutien au nouveau nucléaire, 387, comment ça fonctionne? Il faudrait que vous nous l'expliquiez. Je partage l'avis du président Coquerel sur la question de l'inflation. Il faut refaire les calculs en intégrant l'inflation, et ça, c'est vrai que c'est un élément qui manque, à tel point qu'il faut que nous refassions nous-mêmes les tableaux. Sur les collectivités territoriales, vous envisagez un effort essentiellement en investissement. Or, l'investissement, libre administration des collectivités, sont les collectivités qui le décident. Donc, est-ce que vous envisagez des moyens dans le PLF pour contraindre les politiques d'investissement des collectivités et lesquelles? Je regrette qu'il n'y ait pas grand-chose sur les effectifs, ça vous l'avez dit, je l'ai déjà dit. Et voilà. Je voulais conclure, Monsieur le Ministre, au-delà de ces questions, que moi, il me semble que l'heure de vérité approche et que la question qui se pose désormais à nous est de savoir si nous devons rester maîtres de notre destin ou se voir imposer par d'autres des décisions que nous n'aurions pas voulu prendre. C'est la question qui est posée et je pense que nous devrions la poser dès ce budget. Et je trouve que, en tout cas dans le tiré à part tel qu'il nous est proposé,
La réponse n'y est pas. Mais j'entends aussi, parce que je l'ai lu attentivement, que vous expliquez qu'un certain nombre d'arbitrages budgétaires n'ont toujours pas été faits. C'est indiqué dans votre document. Et je voudrais savoir où vous en êtes sur les arbitrages qui manquent. Enfin, vous avez parlé de transparence, et je termine là-dessus. Est-ce qu'il est envisageable de pouvoir récupérer les lettres plafonds de chaque ministère? C'est un document qui nous serait utile pour mieux comprendre la démarche de construction de ce budget. Je plus sois. Je fais bien aussi la dernière demande. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vais essayer de répondre aux différentes questions que vous avez évoquées. D'abord, en ce qui concerne les collectivités locales. Je redis ce que j'ai dit au président Coquerel. Il y a évidemment les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Ce qui est donné en ce qui concerne les dépenses d'investissement des collectivités locales, c'est là une prévision eu égard au cycle électoral. En revanche, oui, il y a un effort qui est prévu dans le R48 concernant les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, puisque nous estimons que nous devrions viser une progression des dépenses de fonctionnement des collectivités locales à hauteur de l'inflation, c'est-à-dire une stabilité en volume. Ce sera un effort moindre néanmoins que celui de l'État, puisque, je le rappelais, hors dépenses des ministères seront 4 fois inférieures à l'inflation. Les dépenses de fonctionnement dans le R48 qui est visé est à hauteur de l'inflation, et ça nécessitera effectivement des mesures qui seront discutées avec les collectivités locales d'ici au dépôt du projet de loi de finances. En ce qui concerne les dépenses sociales, ce qui est indiqué dans le R48, c'est une prévision, ce n'est pas un tendanciel. Ça suppose aussi un effort. D'ailleurs, ce serait une croissance des dépenses sociales 2 fois inférieure à la moyenne de la progression des dépenses sociales entre 2019 et 2026. En ce qui concerne le déficit public et donc l'objectif pour 2027, j'ai indiqué que, vu l'instabilité des prévisions macroéconomiques dans la période que nous traversons, nous les stabiliserons au mois de septembre prochain. En ce qui concerne le nouveau nucléaire français que vous avez également évoqué, il s'agit ici de pouvoir porter les crédits de bonification du prêt de la Caisse des dépôts et consignations à EDF pour financer le programme des EPR 2. Donc c'est à cela que ce programme fait référence. Vous avez évoqué, je crois, aussi le programme 196. Il s'agit là de la matérialisation du financement des retraites pour Orange, notamment dans la perspective de la lisibilité. C'est une question de maquette budgétaire. Voilà, monsieur le rapporteur général, quelques éléments. J'en profite pour faire écho à ce que vous avez dit et à ce que le président Coquerel a également évoqué, pour dire que le rapport des économistes est quand même clair sur la répartition des efforts, puisque, je les cite, c'est en page de conclusion, « Les marges pour augmenter les prélèvements obligatoires sont fortement réduites ». Ce n'est pas moi qui parle. Les tentatives de coordination internationale pour atténuer la concurrence fiscale, à l'instar de l'initiative BEPS de l'OCDE, bien que nécessaires, n'ont pas réellement changé la donne en termes de mobilité des bases fiscales. Il est donc prioritaire d'interroger le montant et l'efficience des dépenses publiques qui sont plus élevées en part de PIB qu'ailleurs, et singulièrement dans des pays européens qui ont un modèle social comparable, c'est-à-dire en premier lieu dépenses sociales, santé, retraite. Voilà ce que dit le rapport des économistes, et voilà la raison pour laquelle ce rapport, qui est préliminaire puisqu'il indique les crédits sur lesquels les ministères vont être amenés à travailler pendant l'été, priorise la réduction de la dépense publique. Bon, donc je rectifie ce que j'ai dit, je vais être moins aimable sur ces 4 économistes-là.